Salut à tous. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, en plein cœur de Paris, que la ville vous cachait quelque chose, une artère secrète, une cour invisible, une histoire oubliée juste sous vos pieds? J'aimerais lire vos expériences en commentaire, parce que ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon histoire commence par une nuit banale de novembre, il y a quelques années. Je rentrais tard d'une soirée chez un ami dans le 16e arrondissement. Le genre de soirée qui s'étire sans raison, jusqu'à ce que l'on se rende compte que le dernier métro est sur le point de partir. J'ai dévalé les escaliers de la station Ranelagh sur la ligne 9, le cœur battant, pour sauter dans l'avant-dernière rame en direction de Mairie de Montreuil. J'étais épuisé, l'esprit embrumé par la fatigue et les quelques verres partagés. La rame était quasi déserte. Une poignée de voyageurs nocturnes, chacun perdu dans son propre monde, le visage éclairé par la lueur blafarde de son téléphone. Je me suis affalé sur une banquette, laissant mon regard errer sans but sur les murs du tunnel qui défilaient à toute vitesse. Les lumières du wagon clignotaient par intermittence, un phénomène courant sur les vieilles lignes, mais qui ajoutait à l'atmosphère un peu irréelle de cette fin de nuit. C'est entre les stations La Muette et rue de la Pompe que l'incident s'est produit. Une secousse brutale, un grincement métallique assourdissant, et le train s'est immobilisé en pleine voie. Les lumières se sont éteintes complètement pendant 1 ou 2 secondes, plongeant le wagon dans une obscurité totale et un silence oppressant, seulement troublé par quelques exclamations surprises. Puis, un éclairage de secours, faible et jaunâtre, s'est allumé, baignant la scène d'une lueur spectrale. La voix du conducteur, déformée par l'interphone, a annoncé un incident de signalisation et nous a demandé de patienter. C'est à ce moment-là, alors que mes yeux s'habituaient à la pénombre, que j'ai vu quelque chose par la fenêtre. Ce n'était pas le mur sombre et sale du tunnel auquel je m'attendais. C'était un quai de station de métro. J'ai froncé les sourcils, confus. Nous étions en plein milieu d'un des plus longs interstations de la ligne. Il n'y avait aucune station répertoriée ici. J'ai collé mon visage à la vitre. La rame était arrêtée juste en bordure d'un quai qui semblait s'étirer dans l'obscurité. Il était éclairé par des globes lumineux d'un style ancien, diffusant une lumière orangée et poussiéreuse. Les murs étaient recouverts de carreaux de faïence blanche biseautés, typiques du métro parisien originel, mais beaucoup étaient cassés ou manquants, révélant le béton brut en dessous. Des affiches publicitaires jaunies et déchirées étaient raccolées sur les parois. Leur graphisme et leur slogan dataient d'une autre époque, peut-être des années 30 ou 40. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était le nom de la station, inscrit en lettres de mosaïque bleues sur le fond blanc. Ce n'était pas un nom que je connaissais. Ce n'était pas une des fameuses stations fantômes, comme Porte des Lilas Cinéma ou Arsenal, dont tous les passionnés du métro parisien connaissent l'existence. Le nom était différent, étrange, poétique et inquiétant à la fois. Porte des brumes. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo, mais le train a soudainement tressauté. Les lumières principales se sont rallumées avec un bourdonnement agressif, nous arrachant à la torpeur. Avec une nouvelle secousse, la rame s'est remise en marche lentement, puis a accéléré, laissant derrière elle le quai fantomatique qui a été rapidement avalé par les ténèbres du tunnel. Je suis resté pétrifié, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Les autres passagers n'avaient apparemment rien remarqué, déjà replongés dans leurs écrans ou leur somnolence. Étais-je le seul à avoir vu? Avais-je rêvé? La vision avait été si brève, si surréaliste. Porte des brumes. Le nom résonnait dans ma tête. En rentrant chez moi, j'ai passé le reste de la nuit sur Internet
à chercher la moindre information. J'ai épluché les plans officiels de la RATP, les cartes historiques, les forums d'Urbex, les sites spécialisés sur les stations fantômes. Rien. Absolument rien. Le nom Porte des Brumes n'existait nulle part. La station que j'avais vue n'avait aucune existence officielle. C'était comme si elle avait été effacée de la réalité, ne subsistant que dans ce bref instant de faille technique. Et maintenant, dans ma mémoire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Une obsession venait de naître. Je devais retrouver cette station. Je devais comprendre ce que j'avais vu. Cette quête allait me mener bien plus loin que je ne l'aurais jamais cru, dans les entrailles oubliées de Paris, à la découverte d'un secret enfoui depuis près d'un siècle. Un secret que certains auraient tôt préféré laisser dormir dans l'obscurité éternelle des tunnels. Je savais que ce ne serait pas facile. Le réseau du métro parisien est un labyrinthe complexe, un organisme vivant avec ses propres règles, ses propres gardiens. Tenter de s'y aventurer hors des sentiers battus était non seulement interdit, mais aussi extrêmement dangereux. Mais la vision de ce quai hors du temps, de ce nom énigmatique, était devenue une véritable écharde dans mon esprit. Ce n'était plus une simple curiosité, c'était une nécessité. Je devais prouver que je n'avais pas halluciné. Je devais savoir pourquoi une station entière avait été condamnée à l'inexistence. Le lendemain, encore sous le choc, j'ai commencé mon enquête de manière méthodique. Je me suis d'abord concentré sur la zone géographique. Entre la Muette et rue de la Pompe, sur la ligne 9, j'ai étudié les cartes de surface du quartier, le bois de Boulogne d'un côté, les avenues cossues du 16e de l'autre. Rien ne semblait justifier la présence d'une station intermédiaire. Il n'y avait pas de grands monuments, pas de carrefour majeur qui aurait nécessité une desserte spécifique. J'ai ensuite exploré les archives en ligne, cherchant des projets de prolongement de lignes abandonnées, des plans de restructuration du réseau datant du début du XXe siècle. Je suis tombé sur des dizaines de documents fascinants, des cartes jaunies montrant des tracés qui n'ont jamais vu le jour, des débats houleux à la mairie de Paris sur l'emplacement de futures stations. J'ai appris des choses incroyables sur l'histoire du métropolitain, sur les défis techniques de sa construction, sur les stations qui ont changé de nom ou qui ont été déplacées. Mais toujours aucune trace de la Porte des Brumes. Le silence numérique et historique était total, ce qui ne faisait que renforcer mon sentiment d'étrangeté. Si une station avait été construite, même partiellement, il devait en rester une trace administrative, un rapport, une mention dans un budget. Son absence totale des archives était plus suspecte qu'une simple note de bas de page mentionnant un projet avorté. C'était comme si on avait délibérément fait disparaître toute preuve de son existence. Cette absence de preuve me frustrait et m'excitait à la fois. Cela signifiait que je détenais peut-être la seule clé, la seule connaissance d'un lieu oublié de tous. La semaine suivante, j'ai décidé de retourner sur les lieux, ou du moins, de tenter de reproduire les conditions de ma découverte. Pendant plusieurs nuits consécutives, j'ai pris l'avant-dernier métro sur la ligne 9, m'asseyant toujours à la même place, dans le même wagon, espérant une nouvelle panne, un nouvel arrêt inopiné. Je scrutais le tunnel entre la Muette et rue de la Pompe avec une attention maladive, cherchant le moindre indice, la moindre variation dans le défilement des câbles et des niches de sécurité. Les autres passagers devaient me prendre pour un fou, ce type au visage collé à la vitre, les yeux écarquillés dans le noir. Mais le miracle ne s'est pas reproduit. Les trains filaient à toute allure, sans jamais s'arrêter, et le tunnel restait désespérément un tunnel, une succession monotone de béton et de pénombre. J'ai commencé à douter de moi-même. Et si tout cela n'avait été qu'un rêve éveillé, une hallucination provoquée par la fatigue, la lumière vacillante, le bruit, l'arrêt?
Mon cerveau avait peut-être simplement comblé le vide avec une image fantasmée, nourrie par ma passion pour le Paris secret. C'était l'explication la plus rationnelle. Mais l'image du quai était si nette, si précise. Les carreaux cassés, les affiches d'un autre âge et surtout, ce nom, Porte des Brumes. C'était trop détaillé pour être une simple invention de mon esprit. Je ne pouvais pas abandonner. Je devais changer de méthode. Si le hasard ne voulait plus me montrer le chemin, j'allais le forcer. Je devais trouver un autre moyen d'accéder à cette portion du tunnel. L'idée de l'exploration urbaine, de la cataphilie appliquée au métro, a commencé à germer dans mon esprit. Une idée dangereuse et illégale, mais à ce stade, mon obsession était plus forte que ma prudence. Je savais que je mettais le pied dans un engrenage qui pouvait mal tourner, mais le mystère de la Porte des Brumes était devenu le centre de mon existence. Ma première tentative d'approche fut un échec cuisant, mais riche d'enseignements. L'idée de descendre sur les voies depuis un quai en pleine nuit était suicidaire. Le trafic ne s'arrête jamais complètement, entre les rames de voyageurs, les trains de travaux et la maintenance. De plus, les quais sont surveillés par des caméras. Il me fallait une autre porte d'entrée. J'ai passé des jours à arpenter le quartier en surface, au-dessus du tracé supposé de la ligne 9, à la recherche d'indices. Une plaque d'égout inhabituelle, une bouche d'aération de la RATP, une porte de service discrète dans un renfoncement de mur. Le Paris souterrain est un gruyère, un enchevêtrement de réseaux, égouts, catacombes, galeries techniques, carrières. Tout est connecté, pour qui sait où chercher. C'est en consultant de vieux plans du cadastre parisien que j'ai repéré quelque chose d'intéressant. Une ancienne galerie de service, datant de la construction de la ligne, semblait courir parallèlement aux voies du métro sur une centaine de mètres, précisément dans la zone qui m'intéressait. Selon le plan, l'un de ces accès se trouvait dans la cave d'un immeuble haussmannien de l'avenue Mozart. C'était une piste ténue, mais c'était la seule que j'avais. Obtenir l'accès à cette cave fut un défi en soi. J'ai dû user d'un subterfuge, me faisant passer pour un étudiant en architecture réalisant une thèse sur les structures de soubassement des immeubles du quartier. J'ai eu de la chance. La concierge, une dame âgée et un peu bavarde, a été sensible à mon histoire et, après avoir obtenu l'accord du syndic, m'a laissé descendre dans le dédale de cave voûtée. L'air était froid et sentait la terre humide et le charbon. Après une heure de recherche à la lueur de ma lampe torche, derrière une pile de vieilles malles et de meubles oubliés, je l'ai trouvée. Une petite porte métallique rouillée, sans poignée, fermée par un cadenas massif. Sur la porte, une plaque émaillée, presque effacée par le temps, portait l'inscription « Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, accès service, Nundi Ho 74 ». Mon cœur s'est emballé. C'était ça. C'était l'entrée. Le cadenas était ancien, mais robuste. Je n'étais pas équipé pour le forcer. J'ai pris des photos, noté la référence du cadenas, et je suis remonté, remerciant chaleureusement la concierge et lui promettant de lui envoyer un exemplaire de ma thèse. Les jours suivants furent un art consacré à la préparation. Je me suis procuré du matériel, un coupe-boulon puissant, des gants, une lampe frontale plus performante, une batterie de secours pour mon téléphone, de l'eau et une trousse de premiers secours. J'ai également acheté un plan détaillé du réseau d'assainissement, espérant y trouver des correspondances ou des issues de secours au cas où les choses tourneraient mal. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne, pas seulement physique, mais aussi légale et morale. Mais l'appel de la Porte des Brumes était trop fort. Une nuit de semaine, vers 2 heures du matin, je suis retourné à l'immeuble.
La rue était déserte. J'ai réussi à me glisser dans le hall derrière un résident qui rentrait tard, puis j'ai attendu une demi-heure dans le silence du couloir menant aux caves pour être sûr que personne ne bougeait. Puis, je suis descendu. Le silence dans la cave était absolu, si profond qu'il en devenait un bruit en soi. J'ai retrouvé la porte. Le coupe-boulon a fait son office avec un clac sec et métallique qui a résonné de manière assourdissante dans le silence. La vieille serrure a cédé. J'ai tiré la lourde porte métallique qui a grincé sur ses gonds. Une bouffée d'air froid et vicié, chargée d'une odeur de rouille et de confinement, m'a frappé au visage. Devant moi s'ouvrait une obscurité totale. J'ai allumé ma lampe frontale. Son faisceau a révélé un escalier en colimaçon, en fonte, qui descendait dans les entrailles de la terre. Les marches étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée, preuve que personne n'était passé par là depuis des décennies. Chaque pas que je faisais sur cet escalier était un pas vers l'inconnu. L'excitation se mêlait à une peur primale. J'étais seul, sous une ville endormie, sur le point de pénétrer dans un lieu oublié du temps. L'escalier débouchait sur une galerie étroite, voûtée, construite en pierre de taille. Des câbles électriques gainés de tissu noir couraient le long des murs, tenus par des isolateurs en porcelaine. J'avançais lentement, le faisceau de ma lampe balayant les ténèbres devant moi. Le silence n'était troublé que par le bruit de mes propres pas et le goutte à goutte de l'eau s'infiltrant quelque part dans la galerie. Après une cinquantaine de mètres, j'ai commencé à entendre un son lointain. Un grondement sourd, rythmé, qui se rapprochait, puis s'éloignait. Une rame de métro. J'étais sur la bonne voie. J'ai continué, le cœur battant au rythme du passage des trains. La galerie a commencé à descendre légèrement et l'air est devenu plus vibrant. Soudain, la galerie s'est élargie et a débouché sur une sorte de balcon en surplomb. Je me suis avancé prudemment. En bas, à environ 3 mètres, se trouvaient les voies du métro. Je pouvais voir les rails briller faiblement. J'étais directement au-dessus de la ligne 9. J'avais trouvé un point d'observation parfait. Je me suis assis dans l'obscurité, éteignant ma lampe pour ne pas être repéré, et j'ai attendu, scrutant le tunnel dans la direction d'où je venais, vers la Muette. J'étais exactement dans la section où le train s'était arrêté. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre et à espérer que ma mémoire ne m'avait pas joué un tour. Je devais la revoir. Les heures passaient, rythmées par le passage régulier des dernières rames, puis par le silence plus lourd de l'interruption du service commercial. Ce silence n'était jamais total. Il était peuplé de bruits étranges, le grincement lointain d'un aiguillage, le bourdonnement d'un transformateur, le sifflement de l'air dans les conduits de ventilation. C'est dans cette obscurité quasi complète, seulement troublée par la faible lueur des signaux de voix au loin, que j'ai commencé à douter à nouveau. Peut-être que la station n'était visible que depuis l'intérieur d'une rame, sous un certain angle, avec un certain éclairage. Depuis mon perchoir, je ne voyais qu'un mur de tunnel continu. J'étais sur le point de céder au découragement quand un nouveau bruit a attiré mon attention. Ce n'était pas le grondement d'une rame de voyageurs. C'était un son plus léger, plus métallique. Un cliquetis régulier qui se rapprochait lentement. Une lumière jaune est apparue au loin dans le tunnel. C'était un petit véhicule de maintenance, une sorte de draisine, avec 2 agents de la RATP à son bord. Ils avançaient à faible allure, inspectant les voies. Mon cœur s'est arrêté. S'ils levèrent la tête, ils me verraient. Je me suis aplati contre le mur, retenant ma respiration. La draisine est passée juste en dessous de moi, ses occupants absorbés par leurs tâches, puis s'est éloignée dans le tunnel.
Le soulagement m'a submergé, mais cet événement a renforcé ma conviction que je ne pouvais pas rester là. Je devais descendre sur les voies. C'était la seule façon d'explorer la zone correctement. Attendre que le trafic de maintenance se calme était impératif. Vers 4 heures du matin, le calme semblait revenu. J'ai sorti de mon sac une petite corde d'escalade que j'avais apportée par précaution. Je l'ai solidement amarrée à un ancien anneau de fixation scellé dans le mur du balcon. Puis, avec une appréhension immense, j'ai enjambé la balustrade et je me suis laissé glisser le long de la corde jusqu'à ce que mes pieds touchent le ballast entre les deux voies. L'adrénaline a effacé toute trace de fatigue. Me retrouver là, debout au milieu des rails, dans le cœur obscur du métro parisien, était une expérience à la fois terrifiante et exaltante. Le tunnel semblait immense et menaçant. J'ai rallumé ma lampe et j'ai commencé à marcher en direction de la Muette, là où je pensais avoir vu la station. Je marchais sur le côté, près du mur, prêt à me réfugier dans une niche de sécurité au moindre bruit. Le faisceau de ma lampe découpait des formes étranges dans l'obscurité, des enchevêtrements de câbles, des boîtiers de jonction rouillés, des graffitis anciens presque effacés. L'air était chargé d'une odeur métallique, de poussière de frein et d'ozone. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé une éternité, peut-être 10 ou 15 minutes. Et puis, je l'ai vu. Ce n'était d'abord qu'une légère courbe dans le mur du tunnel, une discontinuité. Puis, le faisceau de ma lampe a accroché quelque chose de différent. Pas du béton brut, mais de la faïence, des carreaux blancs. Mon cœur a fait un bond. J'ai accéléré le pas et la structure entière s'est révélée à moi. C'était bien elle. La station, porte des brumes. Elle était là, tangible, réelle. Le quai s'étendait sur une centaine de mètres, silencieux et majestueux dans sa décrépitude. Les globes lumineux étaient éteints, mais ma lampe frontale ravivait les couleurs passées. Les carreaux blancs, le nom en mosaïque bleue, tout était exactement comme dans mon souvenir. J'ai grimpé sur le quai et mes pieds ont fait crisser une épaisse couche de poussière grise. C'était comme poser le pied sur une autre planète, un lieu figé dans le temps. Le silence était incroyable. Un silence de tombeau, absolu, que même le grondement lointain de la ville en surface ne parvenait pas à percer. J'étais complètement seul dans un endroit qui n'existait pas. J'ai commencé mon exploration. Les affiches publicitaires étaient fascinantes. Elles vantaient les mérites d'apéritifs disparus, de grands magasins qui avaient dû fermer leurs portes avant la Seconde Guerre mondiale, de pièces de théâtre oubliées. Les dates visibles sur certaines d'entre elles confirmaient mes soupçons. Fin des années 1920, début des années 1930. La station semblait avoir été abandonnée à cette époque. Il y avait des bancs en bois dont la peinture s'écaillait et des cadres publicitaires métalliques vides et rouillés. Dans un coin, une bouche d'incendie en laiton, ternie par le temps. J'ai remarqué une porte métallique, semblable à celle d'un local technique. Elle était fermée, mais pas par un cadenas, juste un lourd pêne rouillé. Avec un effort, j'ai réussi à le faire coulisser dans un grincement horrible. La porte s'est ouverte sur une petite pièce. L'air y était encore plus confiné. C'était un ancien bureau de chef de station. Il y avait un pupitre en bois renversé, des fragments de registres éparpillés sur le sol, leurs pages rongées par l'humidité. Et sur le mur du fond, quelque chose était accroché. C'était un plan du réseau. Un plan de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, daté de 1928. Je me suis approché, le cœur battant. J'ai suivi le tracé de la ligne 9 du doigt. Et là, entre la Muette et rue de la Pompe, elle était clairement indiquée.
Porte des Brumes. Ce n'était donc pas un rêve. Cette station avait bel et bien existé, au moins sur les plans, à un moment donné de l'histoire. Mais pourquoi avait-elle disparu? Pourquoi un tel secret? En fouillant parmi les débris sur le sol, mon pied a heurté un objet métallique. Je me suis baissé pour le ramasser. C'était une plaque en cuivre, lourde et froide. Elle était gravée. Ce que j'y ai lu a glacé mon sang et a donné une toute nouvelle dimension, bien plus sombre, à ma découverte. La plaque de cuivre que je tenais dans ma main était une plaque commémorative. La gravure, bien que ternie par des décennies d'oubli et d'humidité, était encore lisible sous le faisceau de ma lampe. Elle disait « À la mémoire des 23 ouvriers morts pour le progrès. Chantier de la station Porte des Brumes. 11 février 1929. Qu'il repose en paix. » 23 morts. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. D'un coup, le mystère de la station fantôme prenait une tournure tragique. Ce n'était pas juste un projet avorté pour des raisons budgétaires ou techniques. C'était le site d'un drame humain de grande ampleur, un accident de chantier manifestement si grave qu'il avait conduit à l'abandon pur et simple de la station. Et, plus troublant encore, à l'effacement complet de sa mémoire. Un accident de cette ampleur aurait dû faire la une des journaux de l'époque. Je n'avais rien trouvé dans les archives de la presse que j'avais pu consulter en ligne. Certes, mes recherches n'avaient pas été exhaustives, mais un événement tuant 23 personnes aurait dû laisser des traces évidentes. Le fait que je n'ai rien vu suggérait une dissimulation délibérée. Peut-être que la compagnie du Métropolitain, une entité privée et puissante à l'époque, avait usé de son influence pour étouffer l'affaire, pour éviter le scandale, les poursuites et une psychose qui aurait pu nuire à l'image du métro, alors en pleine expansion et symbole de la modernité triomphante. L'idée était glaçante. Cette station n'était pas seulement une station fantôme, c'était un mausolée. Le silence qui m'entourait n'était plus seulement le silence de l'abandon, il était chargé du poids de ces vies perdues. J'ai reposé la plaque avec un respect nouveau, presque craintif. Mon exploration avait changé de nature. Ce n'était plus une aventure d'urbex, c'était devenu un pèlerinage. J'ai continué à inspecter le bureau du chef de station avec une attention redoublée, cherchant non plus des indices sur la station, mais sur le drame. Dans le coin de la pièce, une armoire métallique gisait sur le flanc, sa porte arrachée. À l'intérieur, parmi des débris de plâtre et de rouille, j'ai trouvé un portefeuille en cuir, complètement desséché et durci par le temps. Je l'ai ouvert avec une précaution infinie. Les coutures ont cédé, mais j'ai réussi à en extraire le contenu. Il y avait quelques billets de banque de la Troisième République, rendus cassants comme des feuilles mortes, et une carte d'identité au nom de Jean-Louis Pagnol, né en 1905, profession, ouvrier mineur. La photo d'identité montrait le visage d'un jeune homme au regard fier et direct. Était-ce l'une des victimes? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je tenais entre mes mains le dernier vestige d'un homme mort ici même, près d'un siècle plus tôt. Soudain, j'ai entendu un bruit provenant du quai. Un léger grattement. J'ai immédiatement éteint ma lampe et je me suis immobilisé, le cœur battant à tout rompre. Étais-je seul? Le bruit s'est répété, plus proche. C'était le bruit de pas. Des pas lents, mesurés, crissant sur la poussière du quai. Quelqu'un d'autre était là. Ma première pensée a été la sécurité de la RATP. J'étais pris au piège. Mais les pas n'avaient pas la cadence assurée d'une patrouille. Ils étaient hésitants, presque spectraux. Une peur irrationnelle, bien plus profonde que la simple crainte d'être arrêté, s'est emparée de moi. L'histoire de l'accident, la plaque,
le portefeuille. Mon esprit commençait à s'emballer. J'ai jeté un coup d'œil prudent par l'entrebâillement de la porte du bureau. Une silhouette se dessinait au milieu du quai, à une vingtaine de mètres de moi. Elle était faiblement éclairée, non pas par une lampe torche, mais par une lanterne à l'ancienne qui projetait une lueur chaude et vacillante. C'était un homme. Il était âgé, vêtu d'un vieux bleu de travail et d'une casquette. Il ne semblait pas me chercher. Il marchait lentement le long du quai, s'arrêtant de temps en temps, comme s'il inspectait les lieux ou se remémorait quelque chose. Il tenait sa lanterne basse, le visage dans l'ombre. Qui était-il? Un autre explorateur? Peu probable, vu son accoutrement et son âge. Un agent de la RATP? Son équipement ne correspondait pas. Un squatter? L'endroit était bien trop inaccessible. Je suis resté caché, observant la scène, partagé entre la terreur et une curiosité morbide. L'homme s'est approché de l'endroit où j'avais trouvé la plaque. Il s'est baissé, a posé sa lanterne au sol et est resté un long moment immobile, la tête inclinée, comme en recueillement. Puis, il s'est relevé, a repris sa lanterne et a continué sa lente progression vers le fond du quai jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Je suis resté pétrifié pendant de longues minutes après son départ, incapable de bouger, le son de mes propres battements de cœur assourdissant dans mes oreilles. L'apparition de cet homme était plus déconcertante encore que la découverte de la station elle-même. C'était un gardien? Un fantôme? Le gardien d'une mémoire? J'ai compris que je devais partir. J'avais trouvé ce que je cherchais, et bien plus encore. J'ai glissé le portefeuille de Jean-Louis Pagnol dans ma poche, avec le sentiment de devoir accomplir quelque chose pour lui, pour eux. J'ai quitté le bureau, traversé le quai silencieux une dernière fois, et j'ai rejoint ma corde pour remonter sur le balcon de la galerie de service. Le retour à la surface, par la cave de l'immeuble endormi, s'est fait dans un état second. Lorsque j'ai enfin débouché dans la rue déserte, juste avant l'aube, l'air frais de Paris m'a semblé irréel. J'avais passé la nuit dans un autre monde, un monde de silence, de poussière et de tragédie. J'avais violé un sanctuaire, mais j'en avais aussi ramené la preuve, la plaque, le portefeuille et surtout le souvenir de ce vieil homme à la lanterne. Le mystère de la porte des brumes était résolu, mais une nouvelle question, bien plus lourde de sens, venait de naître. Que devais-je faire de ce secret? De retour chez moi, alors que les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel de Paris, je me sentais comme un homme revenu d'un pays lointain et interdit. Le monde réel, avec ses bruits de circulation et ses préoccupations quotidiennes, me semblait distant et fade. Mon esprit était encore en bas, dans le silence de la porte des brumes. J'ai étalé mes trophées sur ma table. Les photos que j'avais prises de la station, du plan de 1928, de la plaque commémorative, et le portefeuille de Jean-Louis Pagnol. Toucher ces objets était une expérience étrange. Ils étaient la preuve tangible que mon aventure n'était pas un songe. Mais ils me chargeaient aussi d'une responsabilité écrasante. Les jours suivants, j'ai repris mes recherches, mais avec des mots-clés nouveaux et bien plus précis. Accident chantier métro 1929, effondrement tunnel ligne 9, et le nom Jean-Louis Pagnol. Cette fois, les résultats furent différents. En fouillant dans les archives numérisées de journaux locaux et de publications syndicales de l'époque, bien moins accessibles que la grande presse nationale, j'ai fini par trouver une piste. Un petit article, en page 12, d'un hebdomadaire ouvrier intitulé « La Voix du rail », daté du 20 février 1929. Le titre était laconique. « Drame dans les sous-sols de Paris ». L'article, très court et prudent dans ses termes,
parlait d'un grave incident survenu sur un chantier d'extension du métropolitain dans le 16e arrondissement. Il mentionnait un glissement de terrain et plusieurs victimes parmi les ouvriers, sans donner de chiffres précis. L'article se terminait par une note indiquant que la compagnie du métropolitain assurait que toutes les mesures de sécurité étaient aux prises et qu'une enquête interne déterminerait les causes exactes de ce regrettable accident. C'était tout. Aucune suite, aucun autre article dans les semaines suivantes. L'affaire avait été étouffée avec une efficacité redoutable. 23 hommes morts, réduits à une brève de quelques lignes dans un journal confidentiel. L'injustice de cet oubli me révoltait. Ces hommes, pour la plupart des immigrés italiens, espagnols ou des provinciaux montés à la capitale pour trouver du travail comme Jean-Louis Pagnol, avaient été sacrifiés sur l'autel du progrès et de la rentabilité, puis effacés de l'histoire. La station Porte des Brumes n'était pas seulement leur tombeau, c'était le monument de leur silence forcé. Mon obsession initiale s'était transformée en un devoir de mémoire. Je devais raconter leur histoire. Ma première impulsion fut de tout déballer, d'écrire un article de blog détaillé avec les photos, les preuves, le récit de mon exploration, de contacter des journalistes, des historiens, de faire éclater la vérité au grand jour et de forcer la RATP, héritière de la compagnie du métropolitain, à reconnaître ce drame et à honorer la mémoire de ces hommes. J'ai commencé à rédiger, animé par une fureur vertueuse. Mais alors que j'écrivais, l'image du vieil homme à la lanterne me revenait sans cesse. Qui était-il ? Sa présence n'était pas celle d'un fonctionnaire ou d'un curieux. C'était une présence recueillie, presque sacerdotale. Il n'était pas là par hasard. Il connaissait l'endroit, son histoire. Peut-être était-il un descendant d'une des victimes ou un ancien ouvrier qui avait survécu au drame. Sa présence silencieuse et régulière, car je ne doutais pas qu'il venait souvent, était une forme d'hommage, intime et secret. En révélant publiquement l'existence de la station, j'allais inévitablement provoquer un raz-de-marée médiatique. Le lieu serait pris d'assaut par d'autres explorateurs, par des journalistes, par des curieux. La RATP serait obligée de sécuriser, voire de murer définitivement l'accès. Le sanctuaire secret serait profané, sa quiétude à jamais détruite. Et le vieil homme, il perdrait son lieu de recueillement. Mon acte, motivé par une quête de justice publique, anéantirait la seule forme de mémoire, discrète mais vivante, qui existait encore. J'étais face à un dilemme moral insoluble. Révéler la vérité pour honorer les morts au risque de détruire leur dernier havre de paix, ou me taire et devenir à mon tour un gardien du secret, partageant le fardeau silencieux du vieil homme à la lanterne. J'ai passé des semaines à peser le pour et le contre, mon article à moitié écrit restant ouvert sur mon ordinateur. J'ai essayé de retrouver la trace des descendants de Jean-Louis Pagnol, sans succès. Les registres de cette époque sont difficiles d'accès et le nom est courant. J'étais dans une impasse. La solution, ou du moins une forme d'apaisement, est venue d'une idée différente. Plutôt que de révéler le lieu, je pouvais peut-être honorer les hommes. J'ai contacté une association spécialisée dans l'histoire du mouvement ouvrier et des accidents du travail. De manière anonyme, en me présentant comme un historien amateur ayant découvert de vieux documents de famille, je leur ai transmis les informations que j'avais collectées, l'article de La Voie du Rail, la date et le lieu approximatif de l'accident, et surtout, la liste des 23 prénoms que j'avais pu péniblement déchiffrer sur une feuille moisie trouvée dans le bureau de la station. Je n'ai pas mentionné la station, ni son nom, ni son existence actuelle. J'ai simplement parlé d'un chantier oublié. Quelques mois plus tard, l'association a publié un article dans sa revue, un hommage à ces oubliés du métropolitain.
Ils avaient qu'à réussi à retrouver les noms complets de la plupart des victimes. 23 noms qui, pour la première fois en près d'un siècle, étaient sortis de l'ombre. L'article a eu un écho modeste, mais pour moi, c'était une victoire immense. La mémoire des hommes était honorée, sans pour autant que leur lieu de repos soit profané. Je ne suis jamais retourné à la porte des brumes. La peur d'être pris, bien sûr, mais surtout le sentiment que je n'y avais plus ma place. Cet endroit n'était pas le mien. Il appartenait aux 23 âmes qui y reposent et à son mystérieux gardien. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Les noms des ouvriers avaient été publiés, leurs sacrifices reconnus, même modestement. J'avais trouvé une forme de clôture, un compromis acceptable entre la révélation et le secret. J'avais rangé le portefeuille de Jean-Louis Pagnol dans une boîte, comme une relique, et j'essayais de reprendre le cours normal de ma vie. Pourtant, l'histoire n'avait pas dit son dernier mot. Environ 1 an après ma correspondance anonyme avec l'association d'historiens, j'ai reçu un email inattendu. Il provenait d'une adresse générique, sans nom d'expéditeur identifiable. L'objet était simple, porte des brumes. Mon sang s'est glacé. Personne à part moi n'était censé connaître ce nom. J'ai hésité à ouvrir le message, craignant un piège, une convocation de la RATP ou de la police. La curiosité, plus forte que la peur, l'a emporté. Le message était très court. « Je sais qui vous êtes et ce que vous avez fait. Je sais que vous êtes descendu. Je sais que vous avez aidé à retrouver leur nom. Mon grand-père était l'un d'eux. Il ne s'appelait pas Pagnol. Il s'appelait Michel. Il a survécu. Il m'a tout raconté avant de mourir. Si vous voulez connaître la fin de l'histoire, rendez-vous samedi prochain, 15h, au café Le Terminus, en face de la gare de l'Est. Je serai assis au fond, avec un journal Le Monde posé sur la table. Ne répondez pas à cet email. J'ai relu le message 10 fois. Chaque phrase faisait battre mon cœur plus vite. Comment m'avait-on retrouvé? L'association avait-elle partagé mes informations? Peu probable. Ils étaient tenus à la confidentialité. Avais-je laissé une trace numérique, une empreinte involontaire lors de mes recherches? C'était possible. Mais la question la plus importante était: qui était cet expéditeur? Le petit-fils d'un survivant. Un survivant qui avait parlé. Cela changeait tout. Mon histoire, basée sur des déductions et des fragments, était sur le point d'être confrontée à un témoignage direct. Et puis il y avait cette phrase. Mon grand-père s'appelait Michel. Le vieil homme à la lanterne, était-ce lui? Un survivant du drame de 1929, retournant sur les lieux pour honorer ses camarades? L'âge correspondrait. Un homme qui aurait eu 20 ans en 1929 en aurait eu plus de 90 lors de ma descente. C'était plausible. L'idée de le rencontrer, ou du moins de rencontrer son descendant, était à la fois terrifiante et irrésistible. C'était la pièce manquante du puzzle. Toute la semaine qui a précédé le rendez-vous a été un supplice. J'ai imaginé tous les scénarios possibles, de la confrontation avec un descendant en colère qui m'accuserait d'avoir profané un tombeau, au piège tendu par les autorités. Mais la tonalité du message n'était pas agressive. Elle était factuelle, presque lasse. Samedi arriva. Le cœur au bord des lèvres, je me suis rendu au terminus. Le café était bruyant, rempli de voyageurs en transit. J'ai balayé la salle du regard. Au fond, à une table isolée, un homme était assis, seul. La quarantaine, un visage grave, des cheveux grisonnants aux tempes. Devant lui, un café et un journal, Le Monde plié. C'était lui. Je me suis approché lentement. « Bonjour », ai-je dit d'une voix que j'espérais plus assurée qu'elle ne l'était. « Je crois que c'est vous que je dois voir. » Il a levé les yeux vers moi. Son regard était intense, sans hostilité.
« Asseyez-vous » a-t-il dit simplement en désignant la chaise en face de lui. Je me suis assis. Il a attendu que la serveuse prenne ma commande avant de parler. « Vous vous demandez comment je vous ai trouvé » a-t-il commencé. C'est simple. Mon grand-père, Michel, a travaillé toute sa vie à la compagnie, puis à la RATP après l'accident. Il a été muté à l'entretien, un poste sans histoire. Mais il avait des amis, partout. Quand l'association d'historiens a contacté la RATP pour vérifier certains noms de votre liste, une vieille connaissance de mon grand-père, archiviste, a fait le lien avec des rumeurs internes et lui en a parlé. Mon grand-père a tout de suite compris qu'une personne extérieure avait découvert le secret. Il a demandé à son ami de retrouver discrètement qui avait contacté l'association. Ça a pris du temps, mais ils ont réussi à remonter jusqu'à vous. J'étais abasourdi par la simplicité de l'explication. Le monde souterrain avait ses propres réseaux, ses propres loyautés. Votre grand-père, c'est lui que j'ai vu dans la station, avec une lanterne. L'homme a hoché la tête. Oui, c'était son rituel. Au moins une fois par an, à la date anniversaire. Il y est allé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Il est mort il y a 6 mois. Avant de partir, il m'a fait jurer de veiller sur le secret et de vous contacter, si jamais l'occasion se présentait. Il voulait que vous sachiez. Que je sache quoi ? Ai-je demandé. Ma gorge sèche. La vérité, pas seulement sur l'accident, mais sur le pourquoi du silence. Il s'est penché en avant, baissant la voix. L'accident n'était pas un simple glissement de terrain. C'était une explosion. Les ouvriers travaillaient dans une zone géologiquement instable, une poche de terrain marécageux connectée à l'ancien lit de la Bièvre. La compagnie le savait. Les ingénieurs avaient prévenu, mais la direction voulait tenir les délais à n'importe quel prix. Ils ont continué à creuser. Ce qui a provoqué l'explosion, c'est une nappe de gaz de marais, du grisou, qui s'est enflammée au contact d'une lampe à acétylène. 22 hommes sont morts sur le coup. Le 23e, mon grand-père, a été projeté par le souffle et a survécu, grièvement blessé. Le récit était précis, clinique, et rendait la tragédie encore plus révoltante. C'était une négligence criminelle. La compagnie a paniqué, a continué l'homme. Un scandale de cette ampleur aurait pu ruiner sa réputation et entraîner des poursuites pénales contre ses plus hauts dirigeants. Ils ont agi vite. Ils ont bouclé la zone, fait pression sur la presse, acheté le silence des quelques témoins et des familles avec des indemnités dérisoires, assorties de clauses de confidentialité draconiennes. Ils ont fait passer mon grand-père pour un simple blessé d'un incident de chantier mineur. La station a été murée, effacée des plans et condamnée à l'oubli. Le nom « Porte des Brumes » vient du brouillard constant qui suintait des murs à cause de l'humidité avant l'accident. Un nom prémonitoire. J'écoutais, fasciné et horrifié. L'histoire que j'avais péniblement reconstituée n'était que l'esquisse d'une vérité bien plus sombre. Je suis resté silencieux un long moment, digérant l'ampleur de la dissimulation. « Votre grand-père a gardé ce secret toute sa vie ?» ai-je finalement demandé. « Pas par choix », répondit l'homme, dont le nom, apprit-il, était Thomas. Au début, c'était par peur. La compagnie l'avait menacé subtilement, lui rappelant qu'il avait une famille à nourrir. Ils lui ont donné ce poste à l'entretien, une sorte de laisse dorée. Parler lui aurait coûté son emploi et sans doute bien plus. Puis, avec le temps, la peur s'est muée en une sorte de devoir de gardien. Il était le dernier témoin vivant, le seul qui pouvait encore honorer ses camarades. Retourner dans la station était sa façon de les empêcher de mourir une seconde fois, dans l'oubli. « Et la plaque commémorative ?» ai-je demandé. Je l'ai trouvée dans le bureau du chef de station. C'est lui qui l'a faite graver, clandestinement, quelques années après le drame.
expliqua Thomas. Il l'a installé lui-même, une nuit. C'était son mémorial privé, tout comme le portefeuille de Jean-Louis Pagnol. Pagnol était son meilleur ami. Mon grand-père l'a trouvé sur lui après l'explosion et l'a gardé toute sa vie, avant de le redéposer dans la station, quelques années avant sa mort. Il disait que sa place était là-bas. Il aurait été touché de savoir que vous l'aviez trouvé et traité avec respect. Je sentais le poids de chaque mot. Mon intrusion, que j'avais vécue comme une violation, avait finalement servi un dessein que je n'aurais jamais pu anticiper. Elle avait permis à l'histoire de refaire surface, même de manière détournée. Pourquoi me raconter tout ça maintenant ? Ai-je demandé. Parce que mon grand-père vous a vu cette nuit-là. Il était caché dans l'ombre au fond du quai quand vous êtes arrivé. Il vous a observé. Il a vu la manière dont vous regardiez les lieux, non pas comme un vandale ou un chasseur de trophées, mais avec une sorte de respect. Il a vu que vous preniez des photos, mais que vous ne touchiez à rien, que vous ne dégradiez rien. Et quand il a appris, plus tard, que vous aviez fait des recherches pour retrouver les noms des victimes, il a compris que vous partagiez, sans le savoir, la même quête que lui. Il m'a dit, « Ce garçon, il n'est pas un profanateur, il est un passeur. » Il a hérité du secret, il faut qu'il sache tout, pour qu'il puisse décider en conscience de ce qu'il doit en faire. La phrase m'a frappé de plein fouet. Hériter du secret. J'étais passé du statut de découvreur à celui d'héritier. Le fardeau que je pensais avoir déposé en contactant l'association me revenait, plus lourd et plus complexe qu'avant. Que voulait-il que je fasse ? Ai-je murmuré. C'est justement là toute la question, dit Thomas avec un faible sourire triste. Il ne m'a donné aucune consigne. Il m'a juste dit, raconte-lui tout. Il est maintenant le gardien. Ce sera à lui de décider si le secret doit mourir avec lui ou s'il doit être révélé un jour. Mon grand-père a passé sa vie à protéger ce lieu, mais il s'est aussi demandé jusqu'à la fin si le silence était la meilleure forme de respect. Il n'a jamais pu trancher. Il vous a légué ce dilemme. Nous sommes restés silencieux. Le bruit du café, les conversations animées autour de nous, tout cela me semblait appartenir à un autre univers. J'étais enfermé dans une bulle de temps, avec Thomas, le petit-fils du survivant, et les fantômes de la porte des brumes. « Il y a une dernière chose », dit Thomas en fouillant dans la poche de sa veste. Il en sortit un petit objet en métal et le posa sur la table. C'était une clé. Une vieille clé en fer, lourde et ouvragée. C'est la clé de la porte de service dans la cave de l'avenue Mozart. Mon grand-père en avait fait un double il y a 50 ans. Le cadenas que vous avez coupé a été remplacé par un modèle identique. Mon grand-père s'assurait qu'il soit toujours là pour préserver l'illusion de l'abandon. Maintenant, cette clé est à vous. Vous êtes libre d'y retourner ou de la jeter dans la Seine. Il se leva. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai rempli la promesse faite à mon grand-père. Le reste ne me regarde plus. Je vous demande juste une chose. Ne cherchez pas à me recontacter. Pour moi, cette histoire s'arrête ici. Adieu. Sans me laisser le temps de répondre, il tourna les talons et se fondit dans la foule de la gare. Je suis resté seul à la table, le regard fixé sur la clé. Elle était froide et lourde dans ma paume. Ce n'était pas juste un morceau de métal. C'était le poids d'une histoire, le fardeau d'une décision, le symbole d'une mémoire transmise. Que faire ? Révéler la vérité au grand jour, au risque de voir le sanctuaire profané et l'histoire récupérée, instrumentalisée, ou garder le silence, devenir le nouveau gardien solitaire, perpétuant le rituel de Michel,
honorant les morts dans le secret et l'obscurité. La clé dans ma main semblait brûlante. Elle m'ouvrait la porte d'un monde caché, mais elle fermait aussi celle de l'insouciance. Je n'étais plus un simple explorateur urbain. J'étais le dépositaire d'un serment silencieux, le lien entre un passé tragique et un avenir incertain. L'histoire de la Porte des Brumes était devenue mon histoire, et sa conclusion restait encore à écrire. J'ai payé mon café, et en sortant dans le tumulte du boulevard, j'ai serré la clé dans mon poing. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais une chose. L'oubli ne gagnerait pas. D'une manière ou d'une autre, la mémoire des 23 hommes serait préservée. C'était désormais ma responsabilité. Les années ont passé. 5 ans pour être précis. La clé n'a pas été jetée dans la Seine. Elle est dans un tiroir de mon bureau, à côté du portefeuille de Jean-Louis Pagnol. Je ne suis jamais retourné dans la station. La promesse implicite faite à Thomas, le petit-fils de Michel, et le respect pour le rituel de son grand-père m'en ont empêché. La Porte des Brumes doit rester un lieu de paix, un sanctuaire non perturbé. Mais le silence ne signifie pas l'inaction. Le dilemme que Michel m'a légué a mûri en moi. Révéler ou protéger? La justice publique ou la quiétude du repos? J'ai compris que ces deux termes n'étaient pas forcément opposés. Il fallait simplement trouver le bon chemin, un chemin qui honorerait la mémoire sans la souiller. J'ai abandonné l'idée d'une révélation médiatique fracassante. Je sais comment fonctionne le monde. L'histoire ferait les gros titres pendant 3 jours. La RATP publierait un communiqué embarrassé. Des politiciens s'indigneraient. Puis tout retomberait dans l'oubli, laissant derrière un lieu surexposé et définitivement fermé. La mémoire des hommes serait un feu de paille. J'ai choisi une voie plus lente, plus discrète, mais je l'espère, plus pérenne. Je me suis plongé corps et âme dans l'histoire sociale de Paris, en particulier celle de la construction du métropolitain. J'ai passé des centaines d'heures aux archives de Paris, aux archives de la RATP, auxquelles j'ai réussi à accéder sous mon prétexte de chercheur en histoire, à éplucher des documents que personne n'avait consultés depuis des décennies. J'ai appris à lire entre les lignes des rapports officiels, à repérer les anomalies dans les budgets, les retards inexpliqués sur les chantiers. Lentement, patiemment, j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Je n'ai pas cherché la preuve de l'accident de la Porte des Brumes, car je savais qu'elle avait été méthodiquement détruite. J'ai cherché les preuves du système qui l'avait rendu possible et permis de le dissimuler. J'ai documenté les conditions de travail effroyables des ouvriers, les gueules noires du sous-sol parisien. J'ai retrouvé des témoignages d'autres accidents, plus petits, qui avaient été minimisés. J'ai mis en lumière les liens financiers et politiques entre la compagnie du Métropolitain et certains journaux de l'époque, expliquant leur silence complice. J'ai reconstitué le parcours de dizaines d'ouvriers immigrés, leur arrivée à Paris, leur embauche sur les chantiers et, pour certains, leur disparition prématurée des registres. Mon travail a pris la forme d'un livre. Un essai historique, rigoureux et documenté, intitulé « Les fossoyeurs du progrès. Vie et mort des ouvriers du métropolitain parisien, 1900-1930 ». Le livre raconte l'épopée humaine et sociale de la construction du métro, l'envers du décor de la modernité triomphante. Il ne mentionne jamais le nom « Porte des Brumes ». Il ne révèle jamais l'existence d'une station cachée. Mais en son cœur, il y a un chapitre intitulé « 11 février 1929, Anatomie d'un silence ». Dans ce chapitre, je décris, en me basant sur toutes les preuves indirectes que j'ai pu accumuler, un accident majeur non répertorié survenu sur le chantier de la ligne 9. Je recoupe les rares mentions dans la presse syndicale, les interruptions de chantier, les transferts de budget,
les listes d'embauche qui se terminent brutalement. Et je publie la liste des 23 noms, ceux que l'association avait retrouvés grâce à mes informations initiales, en les présentant comme les victimes probables de cet événement tragique étouffé par la compagnie. Je dédie le livre à la mémoire de ces 23 hommes. Le livre a été publié il y a 6 mois par une maison d'édition universitaire. Il a reçu un accueil critique positif dans les cercles académiques et les revues spécialisées. Il a fait l'objet de quelques articles dans la presse nationale, saluant le travail de mémoire sur un aspect méconnu de l'histoire de Paris. La RATP n'a pas réagi officiellement, mais je sais, par des contacts que j'ai pu nouer, que le livre a circulé en interne et a suscité de nombreux débats. Pour le grand public, la Porte des Brumes reste un secret. Son emplacement exact est préservé. Son silence n'a pas été rompu. Mais pour ceux qui savent lire, pour les historiens, pour les familles là qui retrouveront peut-être le nom d'un aïeul, la vérité est là, inscrite, noir sur blanc. Ce n'est pas une vérité spectaculaire, mais une vérité documentée, qui ne peut être balayée d'un revers de main. C'est une mémoire gravée dans l'histoire, et non plus seulement sur une plaque de cuivre dans l'obscurité d'un tunnel. Je crois que c'est ce que Michel, le vieil homme à la lanterne, aurait voulu. Une justice qui ne détruit pas, un hommage qui ne profane pas. Un secret dont l'essence est révélée, tout en protégeant son cœur le plus intime. Parfois, je sors la vieille clé de son tiroir. Je la tiens dans ma main et je pense à ce quai silencieux, sous mes pieds. Je suis le gardien d'un lieu, mais je ne suis plus le gardien d'un silence. J'ai transmis l'histoire. Je l'ai ancrée dans la mémoire collective d'une manière qui, je l'espère, est juste et durable. L'histoire de la Porte des Brumes n'est plus seulement la mienne, ni celle de Michel ou de Thomas. Elle appartient désormais un peu à tous ceux qui liront ces lignes. Et c'est peut-être ça, la meilleure façon d'honorer les morts, faire de leur histoire une leçon pour les vivants. Le secret est en sécurité, non pas parce qu'il est caché, mais parce qu'il est compris. Et quelque part dans l'obscurité sous Paris, je l'imagine, le quai de la Porte des Brumes peut enfin reposer, véritablement, en paix. Et maintenant, cette histoire est aussi la vôtre. Je vous l'ai confiée, de la même manière que Thomas m'a confié la clé et que son grand-père, Michel, m'a légué le fardeau du choix. Je ne l'ai jamais raconté ainsi, avec tous les détails de mon exploration personnelle, de ma peur, de mes doutes. Le livre était une chose, une analyse historique, factuelle et distanciée. Ceci en est une autre. C'est le témoignage du passeur, comme disait Michel. Je ne sais pas si Thomas lira un jour ces lignes. Je ne sais même pas s'il est encore à Paris. Notre rencontre au terminus avait le parfum de l'adieu définitif. Il m'a transmis le relais et a disparu, retournant à sa propre vie, libéré du poids de l'histoire familiale. J'ai souvent pensé à lui et à la force tranquille qu'il dégageait. Porter le secret d'un tel drame pendant des années, hérité de son grand-père, a dû être d'une lourdeur incroyable. En me passant la clé, il s'est libéré, mais il m'a aussi fait confiance. J'espère ne pas avoir trahi cette confiance. En écrivant cette histoire, je brise une partie du silence que je m'étais juré de garder. Mais je crois que le temps est venu. Le livre a fait son chemin. Il a ancré la vérité historique. Maintenant, l'histoire humaine, l'aventure intime qui m'a mené à cette vérité, peut aussi être racontée. Elle complète le tableau. Elle montre que l'histoire, avec un grand H, est souvent faite de petites histoires personnelles, d'obsessions, de hasards, de rencontres improbables dans l'obscurité des tunnels ou le brouhaha d'un café de gare.
la porte des brumes existe à 2 niveaux. Il y a la station physique, un lieu de briques et de faïences qui se dégrade lentement dans les entrailles de la ville, son accès protégé par une porte rouillée et une clé que je conserve précieusement. Et puis il y a la station immatérielle, le lieu de mémoire que j'ai tenté de construire. Ce lieu-là est accessible à tous. Il est fait de mots, de récits, de noms arrachés à l'oubli. Il est, je l'espère, plus solide et plus durable que le béton. Quel est l'avenir de la station physique ? Je l'ignore. Peut-être que dans 50 ou 100 ans, lors de travaux de modernisation du réseau, des ingénieurs la redécouvriront. Peut-être tomberont-ils sur mon livre et comprendront-ils ce qu'ils ont sous les yeux. Peut-être décideront-ils alors de la préserver comme un mémorial officiel, un lieu de mémoire intégré au réseau. Ou peut-être la détruiront-ils pour faire passer de nouvelles voies, le progrès reprenant ses droits sur le passé, comme il l'a toujours fait. Je ne serai plus là pour le voir, mais cela n'a plus d'importance. L'essentiel est que le récit survive au lieu. L'essentiel est que lorsque les rames de la ligne 9 continueront de passer à toute vitesse dans ce long tunnel sombre entre la Muette et rue de la Pompe, il y ait désormais quelques personnes, vous qui lisez, qui sauront ce qui se cache derrière les murs. Ils sauront qu'ici, des hommes sont morts pour que nous puissions voyager rapidement d'un point à un autre de la ville. Ils sauront que le confort de notre modernité a un coût, souvent payé en vies humaines et en silence. C'est peut-être cela, le véritable rôle du gardien du secret. Non pas de le garder pour soi, mais de s'assurer qu'il soit transmis de la bonne manière, au bon moment. De transformer une histoire de fantôme en une leçon d'humanité. Je n'ai plus peur de ce secret. Il ne me hante plus. Il fait partie de moi, comme une cicatrice qui rappelle une blessure ancienne mais guérie. Le jeune homme fébrile et obsédé qui descendait sur les voies en pleine nuit a laissé la place à un homme plus mûr, qui a compris que les plus grands secrets ne se découvrent pas avec un coupe-boulon, mais avec de la patience, de l'empathie et du respect. Je ne sais pas ce que vous retiendrez de tout cela. Peut-être juste une histoire insolite sur Paris et ses mystères. Ou peut-être, la prochaine fois que vous monterez dans le métro, regarderez-vous les murs sombres du tunnel avec un œil différent. Peut-être penserez-vous aux mains qui les ont construits, aux vies qui s'y sont jouées, aux drames qui s'y sont peut-être noués. Si c'est le cas, alors mon récit aura atteint son but. La mémoire de la porte des brumes sera vivante, et les 23 âmes qui y demeurent ne seront plus tout à fait seules dans l'obscurité. Leur silence aura enfin été entendu. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Ce fut un long voyage qui a commencé par une simple panne de métro, une nuit de novembre. Un voyage qui m'a emmené au plus profond de Paris, mais surtout au plus profond de ce qui nous lie au passé et de notre responsabilité envers ceux qui nous ont précédés. La clé est toujours dans mon tiroir. Je ne pense pas l'utiliser un jour. Sa fonction n'est plus d'ouvrir une porte, mais de me rappeler qu'elle existe et que certains secrets sont faits pour être partagés, non pas pour être éventés, mais pour être honorés.